Oena, je t'en prie, touche-moi juste un peu, encore aujourd'hui. Je t'en prie, je t'en supplie. Juste un peu. Implora Ngozi auprès d'Oena, le chasseur du village. Chaque jour, Ngozi errait dans le village, cherchant un homme qui apaiserait la brûlure lancinante entre ses jambes. Une pulsion si forte qu'elle en devenait folle, quelque chose qui la dépassait complètement. Quand les jeunes hommes la voyaient arriver, ils se moquaient entre eux et se tapotaient l'entrejambe avec audace, lui faisant signe d'approcher. Ngozi baissait la tête de honte, sa beauté éclipsée par l'humiliation. Mais Ngozi était-elle née ainsi? Ou une force plus sombre était-elle à l'origine de sa souffrance? Remontons à l'origine de tout. Ngozi Okocha avait été autrefois la fierté de tout le village. Une fille si belle que les gens chuchotaient, elle a dû être sculptée par les dieux eux-mêmes. Sa peau brillait comme du bronze poli, son sourire était chaleureux et innocent. Elle était la fille de Masio Okocha et de Mère Mangwa, et elle avait un frère aîné nommé Emmanuel. Malgré sa beauté, Ngozi était très travailleuse et obéissante. Chaque matin, elle suivait sa mère à la ferme et chaque soir, elle partait avec son frère Emmanuel chercher du bois de chauffage. Quand il rentrait, elle préparait toujours le dîner pour la famille. Ma fierté, se vantait son père à voix haute. Ngozi, tu épouseras un homme riche qui t'aimera sans fin. Tu es un joyau rare. Et elle l'était vraiment. En raison de la beauté et du caractère de Ngozi, les mères du village disaient constamment à leurs filles, « Soyez comme Ngozi. Prenez exemple sur elle. » Mais si la beauté attire les louanges, elle attire aussi l'envie. Certaines jeunes femmes sifflaient chaque fois qu'elle passait. Pourquoi marche-t-elle comme si elle possédait la terre? Elle se croit meilleure que nous toutes. Leurs yeux la suivaient avec amertume, mais Ngozi feignait de ne pas remarquer. Elle avait appris à éviter les problèmes. Un après-midi de chaleur, Ngozi rentrait du marché, portant un panier rempli de tomates mûres. Devant elle se tenait un groupe de jeunes femmes, leurs visages durs et peu accueillants. Elle essaya de passer discrètement, mais soudain, l'une des filles la bouscula intentionnellement, faisant tomber son panier par terre. Les tomates roulèrent partout. Les yeux de Ngozi brillèrent de colère. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle. « C'était une erreur, » dit la jeune fille d'un air moqueur, tandis que les autres riaient. « Non, ce n'en était pas une, » répliqua Ngozi. Les filles l'encerclèrent, prêtes à chercher les problèmes. Ngozi comprit que c'était un piège. Elle ravala sa fierté et s'agenouilla pour ramasser les tomates. Mais les filles marchèrent dessus, les écrasant délibérément. La pulpe rouge éclaboussait le sol. « Arrêtez ça !» cria une voix forte. Elles se retournèrent. C'était Chidinma, une jeune femme que personne n'osait fréquenter. Les filles reculèrent immédiatement. Chidinma s'agenouilla à côté de Ngozi et l'aida à ramasser les tomates restantes. « Merci » murmura Ngozi, encore sous le choc. Elles marchèrent ensemble jusqu'à l'enclos de Chidinma. Chidinma lui fit un signe d'adieu et Ngozi continua son chemin vers la maison, repensant à ce qui s'était passé. Pourquoi Chidinma l'avait-elle défendue? C'était la même fille que les villageois craignaient parce que sa mère, Mamakai, avait la réputation d'être maléfique. Les gens disaient qu'elle s'était mariée 4 fois et que chacun de ses maris était mort mystérieusement. Ce soir-là, après avoir préparé le dîner, Ngozi raconta à sa mère ce qui s'était passé. Sa mère fronça profondément les sourcils. « Faites attention à cette Chidinma » la prévint-elle. « Tu sais ce qu'on dit de sa mère. Et la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. » Ngozi se contenta de sourire et d'acquiescer. Cette nuit-là, tandis que Ngozi dormait paisiblement, sa nouvelle amie Chidinma était assise en tailleur sur sa natte de raffia, le cœur battant d'excitation. Elle repensa au moment où elle avait parlé à Ngozi, souriant timidement. Elle avait toujours désiré une amie, quelqu'un qui n'aurait pas peur de la sombre réputation de sa mère, quelqu'un qui la verrait pour ce qu'elle était vraiment. Le lendemain matin, lorsqu'Ngozi se rendit au ruisseau pour puiser de l'eau, elle aperçut Chidinma debout au bord de la rivière. Leurs yeux se rencontrèrent, et un sourire chaleureux passa entre elles. Elles parlèrent, rirent doucement et rentrèrent ensemble à la maison, et à partir de ce jour, leur amitié s'épanouit comme des fleurs interdites dans un coin tranquille de la forêt. Elles allaient au marché ensemble, se chuchotant des blagues en négociant avec les commerçants. Le soir, elles cherchaient du bois de chauffage côte à côte, leur rire résonnant sur le chemin de brousse. Mais quelque chose persistait toujours dans l'air. L'attention particulière que Ngozi recevait chaque fois qu'elle traversait le village. Les jeunes hommes ralentissaient pour admirer la beauté de Ngozi. « Belle fille, tu ressembles au soleil du matin. » Certains apportaient même de petits cadeaux, des perles, des noix de coco, des arachides grillés, n'importe quoi pour obtenir un sourire d'elle. Chidinma restait toujours à l'écart,
souriant timidement et attendant que les admirateurs de son amie s'en aillent pour qu'elle puisse continuer leur chemin. Elle priait silencieusement pour qu'au moins un homme la remarque elle aussi. Mais aucun ne le fit. Non pas qu'elle ne fût pas belle. Chidinma était charmante à sa manière discrète, mais les villageois craignaient sa mère, Mamakai. Personne dans le village ne pouvait oublier le jour où Mamakai avait poursuivi Emma, le collecteur de vin de palme du village, avec une machette, le traitant de rat d'église, simplement parce qu'il venait demander la main de Chidinma. Depuis lors, les hommes traitaient Chidinma comme une créature interdite, trop dangereuse à aimer, trop maudite à approcher. Un après-midi, alors que Ngozi et Chidinma marchaient dans la rue du village, une agitation soudaine envahit la place du village. Le prince du royaume passait avec ses gardes royaux. Immédiatement, les villageois s'écartèrent et s'inclinèrent. Ngozi et Chidinma firent de même. Mais alors que le prince passait, quelque chose le fit s'arrêter. Son regard se fixa sur Ngozi. Il la fixa comme si sa beauté lui avait volé le souffle. Il murmura quelque chose à l'un de ses gardes qui se précipita immédiatement vers Ngozi. « Le prince requiert votre présence. » Ngozi s'avança timidement. « De qui êtes-vous la fille » demanda le prince d'une voix douce et grave. « Je suis la fille de Masio Okosha, » répondit-elle, inclinant légèrement la tête. Les yeux du prince brillèrent. « Votre beauté est fascinante. Vous ressemblez à une déesse descendue parmi les mortels. Vous m'avez enchantée. » Ngozi rougit, son cœur battant follement. Pendant ce temps, Chidinma se tenait à l'écart, regardant avec le plus grand sourire sur son visage, rougissant comme si elle voyait son acteur de cinéma coréen préféré en personne. Lorsque le prince fit enfin un signe de la main à Ngozi et continua son voyage, les deux filles reprirent leur marche vers la maison. Dès qu'elles furent hors de vue, Chidinma ne put se contenir. « Ma fille !» cria-t-elle, sautant comme une enfant qui venait de trouver des bonbons. « Le prince a un œil sur toi. Sais-tu ce que cela signifie ?» Ngozi rit nerveusement. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Future reine !» cria Chidinma, tournant sur elle-même d'excitation. Ngozi se couvrit le visage, timide et gênée. « S'il te plaît, arrêtons de rêver. » Mais Chidinma refusa de se calmer. Elle était plus heureuse pour Ngozi que Ngozi ne l'était pour elle-même. Elles rentrèrent à la maison en gloussant, leur joie illuminant le chemin du soir, inconsciente que ce moment avec le prince ouvrirait bientôt des portes que ni l'une ni l'autre n'était prête à franchir. Le lendemain matin, Chidinma se rendit chez Ngozi, l'excitation bouillonnant dans sa poitrine. Ngozi l'accueillit avec un sourire chaleureux et les deux amies s'assirent dehors sous le manguier, parlant et gloussant comme des sœurs. Soudain, un grand garde du palais s'approcha d'elle. « Êtes-vous Ngozi, fille de Masio Okosha » demanda-t-il respectueusement. Ngozi se leva. « Oui, je le suis. » Le garde lui tendit un sac cadeau magnifiquement décoré. « Ces présents viennent du prince » annonça-t-il, s'inclina et s'éloigna. Ngozi fixa le sac, stupéfaite. « Chidinma, le prince m'a envoyé des cadeaux » murmura-t-elle, tremblant d'excitation. « Ouvre-le » pressa Chidinma, les yeux brillants. Elles dénouèrent le sac et leurs bouches s'ouvrirent. À l'intérieur se trouvaient de nouvelles tenues de pagne, des perles de corail, des accessoires en or et d'autres articles royaux qu'aucun villageois ordinaire n'aurait jamais rêvé de posséder. Les filles poussèrent des cris de joie. Ngozi, submergée et reconnaissante, plongea la main dans le sac et en sortit un beau pagne et un ensemble de perles. « Prends ça, » dit-elle doucement. « Tu mérites aussi de belles choses. » Les yeux de Chidinma s'écarquillèrent d'émotion. Elle serra Ngozi dans ses bras. « Merci, Ngozi. Merci. » Mais tout changea au moment où Chidinma rentra chez elle. Essoufflée d'excitation, elle courut vers sa mère. « Maman, le prince est amoureux de Ngozi. Il lui a même envoyé des cadeaux aujourd'hui. Regarde, elle m'a donné un des pagnes. » Elle brandit fièrement le pagne. Le visage de Mamakai s'assombrit instantanément. Avant que Chidinma ne puisse réagir, sa mère s'empara du pagne et le lui jeta au visage. « Enfant stupide » rugit Mamakai. « Regarde-toi, tu danses de joie parce que le prince courtise ton ami pendant que toi, oui, toi, tu restes dans cette maison sans rien faire. »« Maman » murmura Chidinma, secouée. Mamakai s'approcha, sa voix froide et tranchante. « Si tu épouses le prince, si tu deviens la reine, vas-tu mourir ?» Siffla-t-elle avec colère, tourna le dos et sortit de la hutte en trombe. Chidinma resta figée, son cœur se tordant de douleur. Cette nuit-là, elle resta éveillée sur sa natte, fixant le plafond. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit encore et encore. « Si tu épouses le prince, si tu deviens la reine, vas-tu mourir ?» Était-ce elle qui le méritait?
Était-elle censée être à la place de Ngozi? Sa mère avait-elle raison? Et juste comme ça, une minuscule graine d'envie commença à germer dans son cœur. Silencieuse, empoisonnée et affamée. Les jours passèrent et l'affection du prince pour Ngozi grandit. Bientôt, tout le village fut au courant de leur relation. Ngozi passait la plupart de ses journées au palais. Le prince l'adorait, sa douceur, sa beauté, son humilité. Pourtant, malgré leur proximité, il restait respectueux, attendant patiemment le mariage avant toute forme d'intimité. Un jour, Chidinma accompagna Ngozi au palais. Dès qu'elle entra, ses yeux s'écarquillèrent d'admiration. Le palais était immense, ses murs recouverts de riches fresques, ses portes gardées par de grands guerriers. Elle se sentit petite, submergée, et un désir étrange. Qu'est-ce que ce serait de vivre ici? Maman serait si fière de moi si j'arrivais à ce que le prince m'épouse à la place, se dit-elle. Elle sourit lorsqu'Ngozi lui raconta à quel point le prince était gentil et doux avec elle et comment il la regardait. Mais au fond d'elle, la graine que sa mère avait plantée continuait de grandir lentement, silencieusement, transformant l'admiration en désir, transformant le désir en jalousie. Lorsque le prince demanda finalement Ngozi en mariage, la nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Certains villageois célébrèrent avec joie, excités que leur chère Ngozi devienne leur reine. D'autres chuchotaient à huis clos, elle est trop douce pour être reine. Sera-t-elle assez forte pour la vie de palais? Mais leurs opinions n'avaient aucune importance. Le prince avait choisi Ngozi, et l'amour avait scellé cela. Bientôt, les préparatifs du mariage commencèrent. Ngozi devint extrêmement occupée. Invitations, tissus, rendez-vous chez le tailleur, nombreuses cérémonies. Les jours passèrent et elle voyait à peine Chidinma. Cela blessa profondément Chidinma. Elle n'est même pas encore reine et elle m'a déjà oubliée. S'emporta Chidinma. Que se passera-t-il quand elle deviendra finalement reine? Me regardera-t-elle encore? Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Mamakai fit irruption dans la pièce, riant d'un air moqueur. Notre Chidinma, pourquoi es-tu assise ici seule? Se moqua-t-elle. Pourquoi n'aides-tu pas ta précieuse amie, notre future reine? Ou t'a-t-elle déjà abandonnée? Chidinma serra les poings et fixa le sol, refusant de croiser le regard de sa mère. La voix de Mamakai se fit un murmure bas et dangereux. Ce mariage ne doit pas avoir lieu. Tu mérites ce trône plus que quiconque. Et moi, j'ai un plan. Maman, arrête, cria Chidinma, la coupant. Je suis fatiguée de tous tes plans. Tu es la raison pour laquelle aucun homme dans ce village ne me regarde. Et maintenant tu veux recommencer. Sur ce, elle sortit en trombe, laissant Mamakai la regarder. Le lendemain matin, Chidinma suivit à contre-cœur Ngozi au marché pour acheter plus de tissus pour le mariage. Alors qu'elle marchait dans le village, les gens s'inclinaient, appelant Ngozi notre future reine, mère de la terre, l'élue. De jeunes demoiselles se pressaient autour d'elle comme des papillons, louant sa beauté, touchant ses mains, riant et bavardant comme si elle l'avait toujours aimée. Chidinma se tenait tranquillement, la colère bouillonnant dans sa poitrine. Ces mêmes filles, celles qui ont écrasé les tomates de Ngozi au marché. Ce sont elles qui l'adorent maintenant. Chaque sourire que Ngozi donnait, chaque compliment qu'elle recevait était comme une nouvelle blessure dans le cœur de Chidinma. Sa poitrine se serra, ses paumes devinrent froides. La jalousie qu'elle avait combattue s'éleva maintenant comme du poison dans ses veines. Incapable de supporter cela plus longtemps, elle fit brusquement demi-tour et s'éloigna, laissant Ngozi derrière elle. Quand elle arriva chez elle, elle trouva sa mère en train de remuer une marmite de soupe. Sans saluer, elle marcha vers elle. « Maman, quel est le plan dont tu parlais ?» Mamakai leva les yeux lentement, ses yeux se plissant. « Ah, et qu'est-ce qui a provoqué ce changement de cœur soudain ?» Mais Chidinma ignora la question. Sa voix était ferme, presque froide. « Dis-moi juste le plan. » Mamakai sourit, un sourire lent et dangereux. « Amène Ngozi dîner demain. Laisse-moi le reste. » Chidinma hocha la tête, bien que l'incertitude vacillât dans ses yeux. Une partie d'elle savait que c'était mal. Une partie d'elle savait qu'elle s'enfonçait dans les ténèbres. Mais la jalousie avait obscurci son jugement, engloutissant sa gentillesse et la transformant lentement en exactement ce que les villageois chuchotaient toujours. Elle sera toujours comme sa mère. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ce soir-là, Chidinma invita Ngozi à dîner. Ngozi était excitée. Enfin, un moment de calme avec son amie après des semaines de préparatifs de mariage. Mamakai la salua avec un sourire inhabituellement large en servant leur repas. Ngozi hésita. Mamakai ne lui avait jamais souri comme ça auparavant. Peut-être qu'elle est juste heureuse pour moi, se dit-elle. Toutes les trois bavardèrent,
rirent et mangèrent ensemble. Ce plat est délicieux, Mamakai, dit Ngozi avec gratitude. Mamakai sourit simplement et ne dit rien. Après le dîner, Chidinma accompagna Ngozi à l'extérieur, lui fit un câlin serré et lui souhaita bonne nuit. Alors que Ngozi s'éloignait, Chidinma resta debout à l'entrée, un nœud lourd se formant dans son estomac. Elle n'avait aucune idée de l'effet que le plan de sa mère allait avoir sur Ngozi, et la peur commença lentement à s'installer dans son cœur. Au milieu de la nuit, Ngozi se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Il y avait une chaleur brûlante au plus profond d'elle et une pulsion étrange, féroce, désespérée et accablante. Elle essaya de respirer. Elle essaya de se calmer. Rien ne fonctionna. Au matin, la pulsion était devenue si violente qu'elle ne pouvait même pas rester à l'intérieur. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle sortit de la maison comme quelqu'un de possédé. Sur le chemin de brousse, elle aperçut Oena, le chasseur du village. « Oena, s'il te plaît, couche avec moi. Je t'en supplie, tout de suite, » cria-t-elle en lui attrapant le bras. Il recula, choqué. « Ngozi, qu'est-ce que tu dis? Tu es la fiancée du prince. » Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, Ngozi se jeta sur lui, son corps consumé par une force qu'elle ne pouvait contrôler. Oena était terrifiée, confus, mais elle était inarrêtable. Et quand tout fut terminé, il resta assis là, tremblant, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Il n'avait aucune idée que la force qui la contrôlait n'était pas ordinaire. Ngozi rentra chez elle et s'effondra sur son matelas. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle fixait le plafond. Elle venait de perdre sa virginité avec un homme qu'elle connaissait à peine. Quelques jours seulement avant son mariage. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-elle, tremblante. « Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive » marmonna-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Plus tard dans la journée, elle se rendit au palais, espérant que le prince calmerait son cœur. Mais le prince était sorti avec son père. Elle s'allongea sur son lit, essayant de se reposer, lorsque la sensation de brûlure revint, plus féroce qu'avant. Désespérée et impuissante, elle s'enfuit de la chambre. Elle vit l'un des gardes du palais entrer dans une petite pièce. Sans réfléchir, elle le suivit, et juste comme ça, cela se reproduisit. Mais même cela ne suffisait pas. À la tombée de la nuit, Ngozi décida de dormir au palais. Quand elle s'allongea à côté du prince, le feu s'enflamma de nouveau. Elle tendit la main vers lui, haletante, tremblante. « Ngozi, qu'est-ce que c'est ? Nous avons convenu d'attendre notre nuit de noces, » dit le prince gentiment, alarmé. « Je ne peux pas. Je ne peux plus attendre, » haleta-t-elle. Avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle se déshabilla et se jeta sur lui, poussée par une pulsion qu'elle ne pouvait combattre. Encore et encore, elle en exigea toujours plus. Ses yeux étaient fous de désespoir. Avant le premier chant du coq, le prince la repoussa avec horreur. « Je te croyais vierge. Tu es un animal » cria-t-il. « Quitte ce palais immédiatement et ne reviens jamais. »« Je suis tellement désolé, mon prince. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, pardonne-moi. » Le prince ordonna aux gardes de la jeter dehors. Refusant de l'écouter, Ngozi sortit en chancelant tandis que les gardes du palais fermaient les portes derrière elle. Au matin, tout le village bruissait. Certains chuchotaient, d'autres riaient, d'autres la plaignaient. Le prince l'a chassée. C'est raté pour la future reine. Je savais qu'elle faisait semblant tout ce temps, agissant comme si elle était meilleure que nous. J'ai entendu dire qu'elle a été avec la moitié des hommes du village. De retour à la maison, Ngozi pleura jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Sa mère la tenait, confuse et le cœur brisé, mais Ngozi ne pouvait supporter de dire la vérité. Pendant ce temps, dans l'enclos de Mamakai, c'était la fête. Mamakai dansait autour de la hutte, souriant avec une satisfaction perverse. Chidinma força un sourire, mais la culpabilité rongeait son cœur. « Maman, ce que nous avons fait est injuste. Ngozi est mon amie. » Mamakai lui attrapa les épaules. « Tu as fait ce qui est le mieux pour nous. Maintenant écoute, le trône est à toi maintenant. Si tu suis mes instructions, tu deviendras la prochaine reine de ce royaume. » Elle commença à donner des instructions à sa fille sur la façon de conquérir le prince et de le convaincre de l'épouser. Le lendemain matin, Chidinma se rendit au palais avec un panier de fruits. Elle s'agenouilla devant le prince. « Mon prince, je suis profondément désolée pour ce que mon amie a fait. Si j'avais su qu'elle avait des relations avec d'autres hommes, je vous l'aurais dit. » Le visage du prince se durcit. Chidinma baissa la tête, sa voix tremblante. « S'il vous plaît, pardonnez-lui. Je sais qu'elle vous a déshonoré. » Elle continua à lui rendre visite,
apportant des repas, prenant de ses nouvelles, le réconfortant. Lentement, la colère du prince s'apaisa. Il lui permit d'entrer en sa présence. Et lentement, le plan de Mamakai commença à fonctionner. Chidinma continuait de rendre visite à Ngozi de temps en temps, portant toujours un masque de sympathie. Elle tenait Ngozi pendant qu'elle pleurait. Elle la réconfortait avec des mots doux. Elle aidait même Ngozi à chercher des hommes. Chaque fois que la pulsion incontrôlable revenait, Ngozi lui faisait entièrement confiance, inconsciente que Chidinma était la raison même pour laquelle sa vie avait été brisée. Ngozi continuait d'errer dans le village, mendiant l'attention de n'importe quel homme, vieux, jeune, marié, célibataire. Les chuchotements devenaient plus forts chaque jour. Quelle honte! N'est-ce pas de la folie? Qui lui a fait ça? Quand les rumeurs atteignirent sa famille, ils n'en crurent pas un mot. Pas Ngozi. Pas la fille que nous avons élevée. Un soir, Ngozi était assise devant sa maison, épuisée par les tourments de la journée. Sa mère s'approcha d'elle avec une expression solennelle. Ngozi, as-tu entendu? Elle fit une pause, puis donna le coup de grâce. Chidinma va se marier avec le prince. Ngozi se figea, sa bouche ouverte, mais aucun son n'en sortit. Quoi? Comment? Comment est-ce possible? Murmura-t-elle, le cœur brisé en morceaux. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle pleura jusqu'à ce que son oreiller soit trempé. La trahison était comme du poison coulant dans ses veines, l'ami en qui elle avait confiance. Épouser l'homme qu'elle avait aimé. Mais presque immédiatement, la sensation de brûlure familière revint, plus forte, plus féroce, affolante. L'esprit de Ngozi s'embruma. Elle se sentit comme si elle se noyait dans une obscurité à laquelle elle ne pouvait échapper. En désespoir de cause, elle se glissa jusqu'à la chambre de son frère aîné, Emmanuel. Il leva les yeux, surpris. Emmanuel, murmura Ngozi, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, touche-moi juste un peu. Même si c'est juste le bout. Les yeux d'Emmanuel s'écarquillèrent d'horreur. Sans réfléchir, il lui administra une gifle chaude et retentissante sur le visage. Une gifle qui faillit lui remettre les idées en place. Ngozi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cria-t-il, tremblant. Au matin, Emmanuel raconta tout à leurs parents. C'est alors qu'ils surent une fois pour toutes qu'il ne s'agissait pas d'une affaire ordinaire. Ils ne perdirent pas de temps. Ils emmenèrent Ngozi directement à la paroisse. Le prêtre fut choqué lorsqu'il vit son état. Il commença immédiatement à prier, aspergeant de l'eau bénite et ordonnant à la force étrange qui la tourmentait de partir. Mais la bataille fut féroce. Il appela à l'aide des évêques, des prophètes, des pasteurs, n'importe qui pour renforcer la prière. Ils prièrent pendant des heures. Les voix s'élevèrent. Le sol trembla sous Ngozi tandis qu'elle criait, pleurait, tremblait de manière incontrôlable. Puis soudain, un poids lourd se souleva de son corps. Sa respiration se stabilisa, ses yeux s'éclaircirent, son esprit revint. Juste comme ça, après des semaines d'agonie, Ngozi était libre. Ses parents s'effondrèrent à genoux, remerciant Dieu à travers leurs larmes. Pendant ce temps, au palais, les célébrations remplissaient l'air. Chidinma et le prince se mariaient. Les tambours battaient fort. Les villageois étaient choqués. Comment est-il possible que Chidinma, la fille de la femme maléfique, se marie avec le prince? Chuchotait-il. Mamakai était la personne la plus heureuse là-bas, plus heureuse que les mariés réunis. Elle marchait avec fierté, se vantant auprès de tous ceux qui voulaient l'entendre. Ne vous l'avais-je pas dit? Ma fille était destinée à la grandeur. Mais presque immédiatement, un coup de tonnerre assourdissant déchira le ciel. Le sol trembla. Un vent violent balaya la cour du palais, et la joyeuse célébration tomba dans un silence soudain et terrifiant. Avant que quiconque ne puisse comprendre ce qui se passait, Chidinma et Mamakai hurlèrent et tombèrent au sol, se serrant le corps comme si des fouets invisibles les frappaient. Leur voix résonnait contre les murs du palais. « S'il vous plaît, pardonnez-moi » cria Chidinma, roulant sur le sol tandis que les larmes et la poussière tachaient son visage. « Ce n'était pas mon idée. C'était ma mère. Elle a donné quelque chose à manger à Ngozi. Ça lui a fait perdre la tête. Ma mère a donné une malédiction à Ngozi. » Toute la foule haleta sous le choc. Les femmes se couvrirent la bouche. Les hommes secouèrent la tête. Les gardes du palais reculèrent. Même le prince resta figé, incapable de croire la confession qu'il venait d'entendre. Mais avant que Chidinma ne puisse dire un autre mot, Mamakai commença à convulser violemment. Ses yeux se révulsèrent et elle trembla de manière incontrôlable comme si une force puissante la tirait. Les villageois crièrent et se dispersèrent. En quelques secondes, Mamakai s'effondra complètement, sans vie.
La cour devint silencieuse. Et puis, presque comme si quelque chose se brisait en elle, Chidinma devint folle. Elle se leva d'un bond, riant hystériquement, tirant ses cheveux, déchirant sa robe royale et dansant sauvagement autour de la cour. Les gens la regardèrent avec horreur tandis qu'elle trébuchait à travers les portes du palais, criant à des voix qu'elle seule pouvait entendre. C'était la confirmation finale que le karma ne dort jamais. Ngozi était innocente. Tout ce qu'elle avait souffert avait été le résultat de la méchanceté de Mamakai. Même si le village se sentit coupable de ses rires et de son jugement, Ngozi ne pouvait plus rester à l'endroit où son nom et sa dignité avaient été traînés dans la boue. Ses parents soutinrent sa décision. Discrètement, avec ses quelques affaires, Ngozi quitta le village et déménagea en ville pour vivre avec sa tante. La guérison vint lentement, mais elle vint. Ngozi reconstruisit sa vie avec force, grâce et dignité, comme Dieu l'avait destiné. Des années plus tard, elle rencontra un jeune homme d'affaires riche et au grand cœur en ville. Il l'aimait, la respectait et la chérissait au-delà des mots. Leur mariage fut une belle célébration, simple, mais remplie d'une joie sincère. Ngozi entra finalement dans la vie paisible et honorable qu'elle méritait. L'envie est un poison silencieux. Elle détruit celui qui la porte bien avant qu'elle ne touche la personne qu'elle cible. Ne laissez pas la jalousie vous pousser à la méchanceté. Ce que vous complotez contre un autre vous reviendra toujours. Mais l'innocence, même retardée, sera toujours vindicative. Choisissez la gentillesse, choisissez la vérité et célébrez les autres sincèrement, car chaque destinée brille en son propre temps.